Bonjour. Le premier mot, elle rate. Le premier mot, j'arrive jamais à le sortir. Plus je me prépare, plus c'est long. Bonjour et bienvenue sur Octogone. Ici, le concept est simple, débattre avec deux personnes d'un sujet sur lequel ils ne s'entendent pas forcément. La méthode, comprendre avant de convaincre. En septembre 2019, au micro de RTL, Michel Sardou déclare « Michel Sardou, est-ce que vous trouvez aujourd'hui notre époque aseptisée où on ne peut pas dire grand-chose ? Je hais cette époque. C'est vrai. Je la hais. Parce... Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous irrite ? Tout. Tout. Quand il dit tout, il entend ne plus pouvoir conduire, boire ou même fumer. Mais mis à part ces exemples banals, il soulève une question importante. Est-ce que, en fait, c'est le côté provocateur du personnage ou est-ce qu'il représente un malaise d'une génération à l'égard de notre époque et finalement des combats qui sont menés justement à notre époque ? Quelques mois plus tard, au micro de Bruce Toussaint d'Europe 1, il confirme son point de vue et ajoute « La cerise sur le gâteau étant l'écriture inclusive. Ça a mis fin à tout mon siècle. Essayez de réciter une fable de La Fontaine en écriture inclusive. » Du coup, on va voir tous les quatre avec notre avis personnel, strictement personnel, si on peut quand même dire que de manière générale, il y a un ralliement des jeunes générations autour des combats de notre époque, ou non. Et pour cette discussion, nous avons Noémie, 23 ans libraire. Bonjour Noémie. Bonjour. Et Bruno, 27 ans, qui travaille à la direction d'une structure étudiante. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. Et justement, puisqu'on parle de génération, est-ce qu'on ne dirait pas aussi notre âge, à nous ? Toi, tu as... 27. 26. Ah oh. Je me vieillis malheureusement. Ça va traumatiser le passage à 26 ans. Je suis pas bien. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai 25 ans, donc dans la génération. On est pile poil. Avant de commencer, du coup, j'aimerais vous rappeler qu'on est dans un octogone où tout n'est pas un combat. C'est la règle ici. Mais au fond de nous, est-ce qu'on n'a pas tous un combat ordinaire ? Vous savez ce que c'est un combat ordinaire ? Non, pas du tout. Alors, c'est un combat qu'on mène au quotidien dans sa tête pour ou contre quelque chose de complètement absurde. Genre, un exemple, un de mes combats ordinaires à moi, c'est les gens qui ont des chaussettes dépareillées. Quand je vois ça, ça me pénètre. Je ne peux pas m'empêcher de faire la remarque. Et si je connais la personne, je lui dis, clairement. Du coup, je voulais savoir, vous les gars, est-ce que vous avez un combat ordinaire ? Bah, moi, mes voisins de bureau, quand ils se ferment à double tour, en fait, alors qu'un tour suffit. Voilà, quand je rentre dans l'administration où je travaille et que j'ai 2 tours à faire pour certaines portes, alors qu'on est déjà on a déjà franchi d'autres portes fermées. C'est ta bataille de tous les jours. C'est ma bataille, c'est-à-dire que, ouais, ça me fait... Ouais, voilà. Quoi. Ça t'énerve. Ça m'énerve doucement, mais c'est pas non plus... je me dis, oh, encore un tour. Encore un tour de mes collègues. Voilà. Et toi, Noémie, est-ce que tu as un combat ordinaire aussi ? Oui, moi, mon combat ordinaire, c'est empêcher les gens de monter dans le tram quand ceux qui étaient dedans ne sont pas encore descendus. Ah ouais, mais ça, c'est fou. Ouais, je m'érige un peu comme une barrière, alors que c'est pas mon rôle, mais quand même. Et toi, Sarah, t'as un... Oh là là, je sais que tu as des combats ordinaires. Ouais, moi je suis un peu... je m'énerve sur tout, donc forcément, c'est sur tout le monde. Le truc, c'est que j'en dis un là, et pour les autres podcasts, je vais pas en dire à chaque fois, parce qu'autrement, les gens vont me trouver exécrable. Donc, je préfère... une rageuse. Non, mon combat vraiment de tous les jours, c'est l'incivisme en fait. C'est vraiment les gens qui disent pas merci, qui le disent pas s'il te plaît, tout ça, ça me... Et que ce soit un inconnu ou pas, je peux littéralement lui gueuler dessus parce que je trouve ça terrible, les gens qui sont pas polis. Ça rage ici. Merci. Okay, ça rage. Merci de ton intervention. On va le dire à chaque fois. Voilà, ouais. On a quand même je deux coupe combats. ton micro dès que tu dis pas merci. Le mec se protège. On a quand même 2 combats plutôt sympas, civiques et tout. Et alors 2 autres combats, mais on est complètement pétés en fait, Bruno. Ah, les mais chaussettes le et combat, les serrures. il est qu'avec nous-mêmes. Il est qu'avec nous-mêmes. Ça, c'est un peu différent comme combat. Ouais, t'as raison. Mais finalement, c'est très à l'image de notre époque, parce que à notre époque, j'ai la sensation, moi en tout cas, qu'elle est pleine de combats. Et du coup, les choses évoluent, et parfois elles évoluent vite, ou en apparence du moins. Et je pense que ça creuse le fossé avec les générations d'avant, parce que tous ces combats, ils demandent aussi un effort d'adaptation qui n'est pas forcément inné. Et il y a un truc typique qui représente notre époque, ce sont les réseaux sociaux.
Donc, pour commencer ce premier thème, je rappelle d'abord la définition d'un réseau social. C'est un site internet qui permet aux internautes de se créer une page personnelle afin de partager et d'échanger des informations, des photos ou des vidéos avec leur communauté d'amis et leur réseau de connaissances. Ça peut être Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, tout ça. Et du coup, l'idée, c'est de se demander comment nous, déjà, on est par rapport aux réseaux sociaux, comment on les utilise, qu'est-ce qu'on y cherche, toutes ces choses-là, quoi. Je sais pas, vous y passez combien de temps par jour, par exemple, vous savez ? Pas mal. Moi, je communique beaucoup avec les jeunes étudiants par mon travail avec les réseaux sociaux. Alors que je déteste ça. Voilà. Mais j'utilise un peu trop à mon goût. Ouais. T'es obligé de Mais l'utiliser je pour suis pouvoir obligé, parler. parce que si je fais autrement, on me suit pas. En tout cas, l'information passe moins bien. Donc je m'adapte. Ouais. Moi, j'y passe beaucoup trop de temps, mais pas pour des raisons professionnelles, juste par Tu n'as divertissement. aucune excuse. Non, Juste parce aucune que c'est les excuse. réseaux. Voilà, moi je passe mon temps à scroller, je me rends compte que des fois j'arrive chez moi et je me pose juste pour scroller. Et je déteste ça en y repensant, mais sur le moment je fais que ça. Et voilà, trop de temps. Et c'est quoi votre réseau social de prédilection ? Moi c'est plutôt Instagram. Ouais. Facebook, complètement. Toi, Enfin, Facebook et Messenger, du coup. Pour la D'accord. messagerie professionnelle. Ouais, ça devient une messagerie Bah ouais, professionnelle alors que ça l'est limite, hein. pas. Et Twitch, vous y allez ou pas ? Ouais, j'y vais parce que notamment j'ai des potes qui sont streamers, donc Balance j'y les vais de blazes. plus en plus. La grosse Manol. Oui. Voilà. Génial. Mais au-delà de lui, j'en suis quelques autres qui font des contenus assez sympas et je pense que ouais, Twitch, j'y vais quand même de plus en plus. Est-ce qu'on n'expliquerait pas ce que c'est Twitch ? Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse ou que tout le monde pratique. Je saurais pas comment expliquer Twitch. En fait, c'est une plateforme live en fait de créateurs de base utilisée principalement pour les jeux vidéo. Là, je m'avance un peu quand même en disant ça, je pense. Mais ça s'est vraiment démocratisé. Il y avait comment il s'appelle le journaliste. Il y a un journaliste qui tient une émission Twitch maintenant. Enfin, il y avait tout ça. Donc ouais, c'est juste du live en fait. Donc c'est une autre façon de communiquer, mais elle est, enfin, moi j'aime bien. J'utilise pas du tout, mais vraiment pas. Ouais, moi, Je connais n'ai pas. de compte, non, je n'ai jamais utilisé. Mais c'est là-dessus où on peut voir des gens dormir, c'est ça ? Des trucs étonnants Oui, enfin, de nos jours. faut pas être glauque non Mais plus. il y en a qui j'ai vu ça, qui apparemment gagneraient de l'argent. Ouais, et à sur se YouTube filmer en aussi. live. hein. Ouais, sur YouTube aussi. Katy Perry s'est filmée pendant 10 heures en train de dormir. Ouais, c'est ça. Moi j'ai regardé. Putain, Ouais. elle a fait une bonne nuit. Mais dis donc. Non, mais je n'ai jamais utilisé Twitch. Je n'utilise pas Twitch. Je n'ai pas Mais- le temps. Moi non plus. Et en vrai, je me sens un peu larguée maintenant de ne pas l'utiliser. Complètement. T'as vu ? Mais non, Si. honnêtement, non. Mais je l'assume. J'ai pas envie d'un réseau social en plus. Ouais, t'aimes être le petit grand-père. Exactement. Je me tiens. Mais justement, t'imagines comment se sentent nous, nos darons, par rapport à ça ? Si nous déjà on se sent grand-père parce qu'on n'a pas TikTok et Twitch. Oui, exactement. J'ai pas TikTok non plus. Ouais, mais Ouais. TikTok, c'est un autre délire encore. Ouais. Je sais c'est pas. un réseau social J'en ai à fond. rien. Mm. Vous avez un compte TikTok ? Fin de ces podcasts. Non, du tout. Non. Ah, C'est- ouais. Moi non plus, mais ça m'intéresse pas. Après, je fais partie de ce genre de personnes qui regardent des vidéos TikTok sur Facebook. Donc c'est déjà Ah un peu... ouais. T'étais pas loin tu feintes. d'avoir un compte alors. Non, non plus, je veux pas franchir le cap. Mais, Ouais. mais quand même. c'est Quand tu auras déjà- quelques amis avec un compte, tu te diras, bon allez. Mais on devient abruti. On devient abruti. avec ce Non, truc. pour moi, c'est une autre forme de divertissement. Il y a nos parents, ils passaient des heures devant la télé à regarder Bigard. Enfin, j'en sais rien. tu J'ai vois, cru que mais- t'allais citer une chaîne télé. J'ai dit non. Non, un mec du coup, Oui, Bigard. ouais. Mais voilà, tu vois, pour recoller un petit peu à Sardou, dans un deuxième extrait qu'on passera, il traite un petit peu les gens sur les réseaux sociaux d'abrutis. C'est principalement des abrutis qui parlent. Et je suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, c'est les mêmes abrutis qu'il y avait à la télé finalement. C'est juste que maintenant, ils ont une autre plateforme pour discuter, je pense. Oui, et puis c'est très réducteur parce que est-ce que vous servez pas aussi un peu des réseaux pour vous informer ? Si, complètement. Moi, personnellement, bien sûr, c'est des outils divertissants. Voilà, je les utilise sans forcément avoir de but, mais ça me permet aussi de m'informer, ça permet de communiquer. Donc, je pense que c'est assez réducteur de dire que les gens qui les utilisent sont des abrutis et ceux qui parlent dessus sont des abrutis. Par exemple, les gens qui regardaient la télé, comme tu disais, Sarah, eux, ils n'avaient pas moyen de réagir aussi à ce qui était dit. Donc, il n'y avait pas non plus de recul. Je pense que les réseaux, au moins, ça apporte ça. Ouais, je suis d'accord, ouais. Il y a un petit côté pratique, c'est vrai. Moi, j'utilise un petit peu pour l'actualité. Alors, je lis les journaux tous les matins.
les vrais journaux, En papier. en papier. J'ai fait ce choix-là, mais voilà, je prends du temps pour ça. Et derrière, sur Facebook, je suis d'autres journaux, et notamment des blogs aussi. Et ça me permet d'éviter d'aller sur les blogs et de prendre un temps individuel pour chaque chose ou chaque média, et d'avoir les choses plus essentielles qui arrivent à soi directement. Ouais, ça te fait une sorte de plateforme où il y a tous les médias Exactement. qui se réunissent, et comme ça te Je propose j'utilise au lieu beaucoup d'aller Facebook chercher. pour ça. Mais du coup, vous, sur l'utilisation des réseaux sociaux, ma question c'était, est-ce que vous voyez une différence certaine entre les générations avant nous et les générations plus jeunes que nous, sur comment ils l'utilisent? Est-ce que vous voyez une différence? Parce que nous, on est quand même la génération qui avons grandi avec les réseaux sociaux. Facebook, c'est 2004. Avant Facebook, il y avait les Skyblog, MSN, les MySpace. Wiz, MySpace. Oh, MySpace, mais oui, Mais on en a pas. la belle époque. Mais oui, c'était génial. Skyblog. Quand on pouvait s'envoyer des whiz et tout. Et moi, c'est comme ça que j'ai pécho les premières fois. Hein. Avec des whiz. Mais oui, le cochon qui danse. Ah ouais, non mais Le petit ouais, le toc toc. toc Ouais, sur ta ouais. vitre. Mamie, elle dit rien, je suis sûre, elle était à Et fond tu sur personnalisais MSN. ton blaze sur MSN avec des couleurs et tout. T'avais Ouais, des tu codes. sais, tu pouvais Ouais. mettre un sous-titre en mode avec une citation souvent, parce que à 12 ans tu es philosophe. Bien sûr. Je vais devenir Moi j'étais un peu nostalgique. geek, alors je mettais la musique que j'écoutais. Il y a un petit plugin comme C'est ça. vrai Yes. J'écoutais de la musique et ça remettait le titre de la musique en cours sur MSN. Ah, ça c'est Mais sympa ça. non. Eh ouais. Ah putain. Mais voilà, mais du coup, nous on a eu toute cette évolution vraiment. Et du coup, est-ce que vous, on est quand même éduqués aux réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez que vous le sentez, ce manque d'éducation avec les anciennes et les nouvelles? Alors comment rebondir là-dessus? Je pense qu'il y a une utilisation qui est faite des réseaux sociaux qui diffère d'année en année. Enfin, pas d'année en année, mais de génération en génération. Notre génération qui a grandi avec les réseaux sociaux n'utilise pas les réseaux sociaux que ceux qui n'ont pas grandi avec, mais qui se sont mis dessus. Vous avez pas... certains ont des papis, mamies un peu gênants des fois qui commentent tout, ou des parents. Moi, j'ai pas ça, j'ai de la chance. Ouais, moi aussi. Mais Dieu soit loué. les miens, ils sont pas comme ça. Mais certains sont comme ça. Ça, c'est, on va dire, une génération plus ancienne qui n'a pas grandi avec. Et ceux qui sont plus récents et qui ont 18 ans maintenant, j'ai l'impression qu'ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux différemment, notamment, par exemple, pour communiquer entre eux, les messages sur Instagram. Alors que moi, c'est quelque chose, j'ai Instagram, mais je n'utilise pas Instagram pour communiquer avec d'autres. J'utilise que en vitrine ou pour aller voir c'est un peu ça, la vitrine des autres. Mais certains utilisent la fonction discuter et se parlent comme ça. C'est vraiment quelque chose... En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment propre à la toute nouvelle génération qui utilise ça. Non, bah moi aussi je pense qu'il y a un écart entre la façon dont nous on l'utilise, la façon dont nos parents l'utilisent et dont les nouveaux utilisateurs l'utilisent aussi. Et je pense qu'en fait on n'a à chaque fois pas la même éducation à ces réseaux, c'est-à-dire que les adultes qui ont, je sais pas, par exemple la 40, cinquantaine, sont pas nés avec et du coup ont pas appris à les utiliser, donc ils en ont encore une utilisation un peu en surface, entre guillemets. Basique. Ouais, voilà. Ils vont peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités, ils vont pas s'abonner à beaucoup de pages différentes, alors que nous, on est vachement plus... comment dire, on va s'intéresser peut-être à des contenus plus divers, à s'abonner à plus de choses. Et je pense que les gens qui sont nés carrément avec, au moment où ça existait déjà, eux ont pareil une utilisation totalement différente, beaucoup plus libre, beaucoup plus habituelle dans leur vie quotidienne en fait. Est-ce que vous croyez qu'en vieillissant, quelle que soit la période à laquelle on est né, avec ou sans réseaux sociaux, en vieillissant, on finit par acquérir du recul par rapport à ça, tu vois, être moins à fond dessus, moins narcissique aussi, un peu de ça Complètement. Je pense qu'on ne mesure pas les enjeux des réseaux sociaux quand on est jeune, notamment le danger qu'il peut y avoir avec les réseaux sociaux, et on le mesure qu'après. Quand on veut s'insérer dans la vie professionnelle, on se dit mais mince, ils ont plein de photos, il y a des photos de moi là, ou des choses comme ça. C'est une dérive des réseaux sociaux et elle est prise en compte, enfin souvent elle est prise en compte tardivement. Moi je suis chez les pas jeunes. du tout d'accord. Moi non plus. Pardon. Vas-y, Noémie. Je pense que certaines personnes peuvent prendre du recul avec l'âge, mais je pense aussi que c'est pas parce que quand on vieillit, en étant sur les réseaux, on prend forcément du recul. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont pas du tout éduqués aux réseaux sociaux et qui vont pas avoir le réflexe d'en parler avec leurs enfants. Et pour moi, c'est pas parce qu'ils sont plus âgés qu'ils sont plus éveillés. Et au contraire, je pense qu'ils ont des a priori qui peuvent
nourrir justement ce que tu disais pour Mais nous. là, des tu parles choses- d'une génération qui est déjà âgée. Moi, je parle d'une génération jeune qui grandit. Ouais, mais par rapport à ça, justement, moi je pense que comme il n'y a pas les mêmes dangers non plus sur les réseaux à l'époque où nous on s'est inscrits et maintenant, on n'a pas forcément le recul qui va avec notre expérience d'utilisation en fait. Je pense que les jeunes là qui sont inscrits depuis leur naissance quasiment sur les réseaux, ils rencontrent des problèmes que nous on n'a pas du tout vus et du coup sur lesquels on peut difficilement avoir du recul aussi. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir évolué par rapport à ça? Oui, complètement. En fait, je sais qu'à une époque, je prêtais pas attention plus que ça. Enfin, on mettait tout et n'importe quoi. Et moi, j'ai eu Facebook, je pourrais plus dire, mais je pense que j'étais en 4e ou 3e. Et Pareil. vers mes 18 ans, par là, 17-18 ans, où j'ai eu une prise de conscience, puisque j'ai regardé ce que je publiais à l'époque, et je me suis dit, c'était vraiment nul, c'était vraiment... Enfin, au début, c'était dans un groupe restreint, mais au fur et à mesure, on accumule des amis sur Facebook, etc. À la fin, on se retrouve avec plein de monde différents, de milieux différents, et on regarde ce qu'on a publié 10 ans avant. Alors, c'était pas dramatique, il y avait rien de... Mais on se dit, qu'est-ce que ça a à faire là encore devant la face de plein de monde, en fait. À l'époque, c'était pour un... En fait, le réseau évolue, nos amis évoluent, on évolue tous, et on publie à un instant T, mais 10 ans après, c'est ce qu'on a publié. Des fois, on est là, c'était pas... Enfin, en tout cas, ayant grandi avec, c'était pas du tout pour... je l'aurais jamais refait, je le referai pas. Moi, c'est plutôt dans ce qui m'a fait prendre du recul et ce qui m'a fait prendre conscience que c'était pas si privé que ça, surtout. C'est le fait que, par exemple, quand tu mets j'aime sur Facebook à n'importe quel commentaire, n'importe quel contenu, ça m'est arrivé que dans la vraie vie, ensuite, on me dise « Ah tiens, j'ai vu que t'avais liké tel truc ». Et je m'étais dit « Ah oui, quand même, ça va jusque dans mes sphères de la vraie vie ». Des gens me réinterpellent sur ce que j'ai fait sur les réseaux et en fait c'est ça qui m'a fait prendre conscience que c'était peut-être pas si innocent aussi en fait ce qu'on faisait sur les réseaux et que ça pouvait avoir de l'impact dans notre vraie vie en fait. Et c'était à quel âge ça? C'est plutôt récent en fait que des gens m'ont interpellé là-dessus. Après du coup je me dis là des gens m'en parlent mais en fait c'est du coup de tout temps depuis que je suis sur les réseaux en fait des gens ont pu se rendre compte de ces choses-là. Mais à nuancer puisque ça dépend des algorithmes et les algorithmes ont pas mal évolué notamment sur Facebook. Où au début, il n'y avait pas Messenger, etc. Donc, c'était complètement différent. Mmh. Et il y a un autre truc aussi par rapport à ce qu'on partage sur les réseaux et tout ça, c'est qu'on y met des données personnelles. Et je pense que ça fait partie des choses qui font le plus peur aux générations d'avant. Le côté, mais je ne veux pas mettre toute ma vie sur les réseaux, pourquoi je le ferais d'ailleurs, tout ça. Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui refuse absolument d'utiliser WhatsApp. Bon, c'est pas c'est un chat, c'est pas vraiment un réseau, mais... Oui, mais ça appartient à Facebook maintenant. En plus, voilà. Et il veut surtout pas qu'il y ait ses données dessus et tout ça. Et moi, je comprends pas ça, parce qu'en fait, c'est presque inné, en fait. Je me dis, mais de toute façon, quoi c'est un service gratuit, la monnaie, c'est de donner ses propres informations. Et moi, ça me dérange pas, parce que je pense que c'est une culture qu'on a aussi. Vous êtes comment par rapport à ça, au fait de mettre vos infos perso sur les réseaux? Ça me dérange pas de mettre le minimum, en ayant conscience que je donne des informations. Dans tous les cas, je suis un citoyen lambda sur des milliards de personnes dans le monde. Donc je vois pas trop le problème par rapport à ça. Au contraire, même, je dirais, si on s'inscrit pas sur certaines plateformes, des gens après mal intentionnés peuvent prendre votre place. Et donc, des fois, vous peut-être mieux avoir un compte Facebook à soi, même si on l'utilise pas, et juste le créer au moins. Et puis voilà, une adresse mail, ça suffit. Et occuper un petit peu l'espace pour pas qu'on vous le prenne. On en revient presque à devoir faire ça. Moi, au-delà de ça, c'est plutôt sur les données, c'est un peu pareil que toi. Ça me dérange pas en soi d'en mettre certaines. Après, ce qui me dérange, c'est des fois de voir clairement comment elles sont réutilisées par des annonceurs, par certaines entreprises. Ça, par contre, quand c'est trop flagrant, là, ça commence quand même à me gêner et je me dis que partager ces données avec parcimonie, c'est mieux quand même. Il faut faire un minimum attention, je pense. Mais ça, on n'est pas du tout éduqué et on n'a aucune idée justement de comment gérer ça. Donc ça, c'est encore un autre problème. Ça me fait penser à une anecdote. Les gens sur Facebook, vous avez sûrement eu ça dans votre entourage si vous ne l'avez pas fait vous-même, mais honte à vous à ce moment-là, publier je m'oppose à ce que Facebook utilise mes données. Ça, c'était génial de les voir. C'est des super génies, ces gens qui font ça, puisque en s'inscrivant, ils acceptent les conditions d'utilisation, point.
Ouais. Et bon, après, vous êtes dans le domaine du droit pour certains. Alors, Ah non, moi ceux je fais que de la peinture. Ceux qui sont dans ce domaine-là savent très bien. On dit merci le RGPD. Hein. Mais exactement. Ce mot est violent. Et ça me fait toujours beaucoup rire. Et je vois des gens à tout âge qui publient ce genre de messages et qui repostent. J'ai jamais vu ça, mais je vais passer sur Facebook. en fait. Ah, mais c'est c'est assez génial, rigolo. tu sais. Mais c'était comme l'époque où il y avait un message en disant attention, Facebook va devenir payant, Oui. nanana, Ah partagez oui, ça partagez. en masse. Et Voilà, tout. c'était- c'est ce qu'on appelait les chaînes. À l'époque, ça se faisait beaucoup sur Ah ouais. Hotmail, par MSN, Ou etc. après, on avait 10 ans de malheur et tout. Ouais, elles étaient un Exactement. peu plus menaçantes Elles quand étaient même sur beaucoup plus ouais, Hotmail. menaçantes. Celles qui fonctionnent, c'est celles qui ont ce petit côté où les gens pensent ils y donnent de la crédibilité vraiment et c'est plus du tout des marabouts, quoi. Mais en fait, ces chaînes-là, moi, je trouve qu'elles sont hyper révélatrices de l'inculture des gens sur les réseaux sociaux. Mhm. C'est que pareil, on va parler de RGPD, qui connaît vraiment ce qu'est le RGPD, qui connaît vraiment toutes les protections qu'on a, qu'on n'a pas surtout. Et en fait, le truc, moi, le problème des données personnelles, en fait, c'est que tu acceptes de les donner à un État ou à un des GAFA, ça me pose problème dans l'éthique de la chose où j'ai le droit, enfin pour moi, j'ai un peu cette impression de j'ai le droit de les donner, enfin j'ai le droit de les communiquer, ça veut pas dire qu'ils peuvent les utiliser à bon escient, enfin comme ils l'entendent. Mais d'un autre côté, bon bah c'est sûrement dans les conditions d'utilisation, sauf que je les ai pas lues. Donc c'est ça en fait. Où est la faute? On peut pas se plaindre de ça parce qu'on a accepté de donner tout ça. C'est ce qui est compliqué, c'est que ça laisse une trace de tout, aussi les réseaux, je trouve. Et en fait, tu peux te retrouver à te faire bâcher sur un truc que tu as dit il y a 50, 10 ans, alors que ça serait tombé dans l'oubli, en fait, sinon ça aurait Exactement. jamais été consigné Et quelque puis part. c'était peut-être juste une petite phrase mal dite et Ouais, c'est parfois clair. c'est une opinion qui est déplacée, c'est vrai, mais où le gars a changé d'opinion, etc. Enfin, Oui, ou même mais on va que- encore l'enfoncer 10 ans après. Ou même juste une maladresse, en fait. Quelque Une chose que tu maladresse. dis des fois sans recul, des fois quelque chose, comme tu dis, que tu penses plus maintenant, ou même tout simplement quelque chose que tu as dit à l'époque en le pensant tout à fait, mais qui était mis hors contexte. Voilà. Exactement. Et les gens n'apprennent pas à avoir... que l'identité qu'ils ont sur Internet peut avoir des répercussions dans leur vraie vie. Et ça, c'est pareil, ce serait hyper important que ce soit acquis, que ce soit appris à tout le monde. C'est l'effet BFM en fait. Ouais. C'est tout de suite, Réaction vite à et pas chaud. pertinent. Tu peux pas faire une action en continu, pas pertinente. Bah là c'est pareil. C'est vu que Twitter c'est en continu et qu'il faut réagir tout de suite si tu veux être dans le truc. Bah c'est pas pertinent parce qu'il y a pas de recul. C'est fou, hein. Mais en fait, je me dis, est-ce que l'éducation en réseau, ça serait pas s'éduquer soi-même à se censurer, pas forcément réagir à chaud et avoir conscience très tôt que ce que tu te dis, ça va y rester, ça pourrait être réutilisé. Même si toi tu le supprimes, ça va être repartagé et c'est fini quoi quand c'est noyé. Et aussi éduquer de manière collective à ne pas prendre trop au sérieux et à laisser un petit peu à l'abandon ce qui sort sur les réseaux. Oui, je sais pas non plus. Cette éducation-là, je me demande si elle devrait pas. Enfin, c'est une question. Hein, si elle devrait pas se faire à travers l'éducation. On a bien des cours d'éducation civique. Ça pourrait très bien rentrer. Une petite parenthèse. Surtout C'est qu'on a clair, des vrais cas maintenant connus qu'on peut retrouver d'exemples où ça a détruit la vie de certaines personnes. Et ça coûte pas grand-chose de rajouter ça dans l'éducation d'une personne, que ce soit au collège, au lycée ou même au début de l'université. Des je petits suis cas d'accord. concrets. Et puis voilà, c'est une petite piquure de rappel. rappel, ou même pour certains pas de rappel du coup, mais juste savoir ce que ça fait. Et... Je vois mes cousins qui sont au collège et tu te dis en fait il y a des personnes qui se font lyncher mais en partant de rien. Ah bah le harcèlement existait déjà il y a très longtemps et il continue d'exister toujours et je pense qu'il est amplifié encore plus avec les réseaux sociaux. Ouais, voilà, c'est ça, ça prend une ampleur incroyable par rapport à du harcèlement dans la vraie vie qui, par exemple, peut se limiter au collège. Si t'es harcelé dans la cour, bon, ça restera à peu près dans le cadre de la cour. Mais par exemple, sur Internet, si tu te fais bâcher sur un réseau, t'as des milliers de personnes que tu connais pas qui vont peut-être se mettre à te bâcher aussi. Et derrière, ça peut prendre des proportions telles que, comme tu dis, il y a eu des événements très graves de cyberharcèlement qui ont donné lieu, pour le coup, à des répercussions très graves dans la vraie vie, quoi. Une dernière question très rapide pour vous. Réseaux sociaux, utile ou pas utile? Utile quand même. Essentiel. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Ouais, alors pour moi, les réseaux sociaux, c'est absolument essentiel de nos jours parce que, au-delà de ne pas y être pour des raisons qui, pour moi, sont presque militantes aujourd'hui, y être, c'est aussi avoir une présence parce que voilà, les entreprises maintenant doivent être dessus pour faire leur communication.
parce que c'est un outil de partage et de communication de manière générale qui est omniprésent. Et pour moi, c'est essentiel de savoir le maîtriser et d'être dessus quand même. C'est complètement du même avis. C'est utile comme nouvel outil de com et de partage d'informations. Il faut faire avec, il n'y a pas le choix. La population, c'est ultra accessible en fait pour tout le monde, donc il faut l'utiliser avec bien sûr. C'est là où on a fait qu'en parler en mal, mais avec modération. Mais c'est devenu essentiel et vraiment utile, et on doit être dessus, je pense. Il faut occuper le terrain. D'autant plus que on a beaucoup parlé des aspects négatifs, mais en fait, c'est quand même un outil, et c'est ce dont on parlait un petit peu à un moment, un outil où on peut apprendre plein de choses, où on peut rester éveillé à l'actualité, et c'est quand même des points hyper positifs qui sont non négligeables pour moi. Et les mêmes. Et les mêmes. Les mêmes et les réels. Et on peut en tirer du malheur, et on peut en tirer beaucoup de joie aussi par les réseaux sociaux. C'est vrai. Merci aux vidéos de chatons. En parlant réseau, est-ce que vous écrivez en écriture inclusive sur les réseaux ? Pas du tout. Je ne sais même pas comment faire le point médian. Alors moi aussi, ça c'est un grand débat, je ne sais pas où il est. Vous faites un point normal au Mais non, c'est pas ça l'écriture inclusive. Le point, Alors il est non, au milieu. l'écriture inclusive, c'est le point au milieu ou le point d'en bas ou un tiré. Bon, il y a des C'est règles. Ou les des trois, parenthèses. ou des parenthèses. Ou des parenthèses. Ou écrire mesdames Mais et le messieurs. point du bas, il sert à la fin d'une phrase. Oui, Je sais, j'abuse un petit peu, mais c'est ma position. Nous avons Sardou avec nous. Exactement. Le vieux, il est là. Alors, est-ce qu'il serait pas temps d'en parler pour de bon ? Exactement. Déjà, rappelons ce qu'est l'écriture inclusive. Alors, l'écriture inclusive, c'est donc un ensemble de principes dans l'écriture qui vise à une représentation égale des hommes et des femmes. À propos de définition, j'en profite pour dire que le Robert a sorti une nouvelle version du dictionnaire qui soit le plus neutre possible au niveau du genre, ou du moins pas binaire. Donc du coup, vous, l'écriture inclusive, vous la pratiquez pas, disons. Pour quelles raisons, Noémie ? Moi, je la pratique pas, ou du moins pas avec le point médian, parce que, comme vous l'avez dit, moi, je sais pas l'utiliser non plus. Après, j'essaie de l'utiliser, par exemple, au lieu de dire les hommes ou les femmes, j'essaie de dire les personnes pour être le plus neutre possible dans mes discours. Mais ça reste quelque chose de difficile à maîtriser. Du coup, je dirais pas que je l'utilise. Je dirais que j'essaie. Ouais, t'essayes de neutraliser tes phrases sans... Ouais, c'est ça. Sans mettre de pronoms trop genrés, mais ça reste très difficile parce que ça s'invente pas, quoi. C'est vraiment un truc à apprendre. Ouais, c'est de l'ordre du réflexe. On n'a pas vraiment été formaté comme ça, quoi. Mais bon, c'est mon point de vue. Et je pense qu'on fait fausse route à essayer de tracer un chemin en faisant une écriture et qui essaye de refléter la société, alors que de toute façon, la langue elle-même évolue et va tendre vers ça. Donc on va trouver d'autres solutions, et c'est déjà le cas où on féminise des mots qui étaient au masculin uniquement. C'est une solution. Mais il y en a d'autres. Il y a les règles d'accord. Là, je rentre dans le vif du sujet, mais les règles d'accord et cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qu'on ne trouvera dans aucun ouvrage de langue de grammaire. L'exemple tout con, mais tu vois, genre, est-ce que toi, ça te dérange pas du tout qu'on parle d'ils sont dans la pièce pour maintenant, sachant qu'on est une majorité féminine ? Alors, on pourrait très bien dire elles sont dans la pièce, et puisque c'est à ce moment-là la majorité féminine, et ça me dérangerait pas. Tu te sentirais inclus ? Oui, mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude, donc la langue elle évolue, et oralement il y a des mots, on va les trouver dégueulasses, même quand on va dire une autrice, alors pour un auteur, une autrice, et on va dire non, la mère, le maire. Certains refusent de dire la mère parce que pour madame la mère. Ah ok, on est là-dessus. Excuse-moi de ne pas avoir précisé avant. Mais non, moi j'étais sur l'océan, quoi. Les gens donc ça va choquer, mais c'est l'utilisation qui en est faite par la suite qui va généraliser la chose. Et ça me dérangerait pas, au contraire, que ce soit à la majorité dans ce cas-là. Il y a plus de femmes ici dans cette pièce, et que ce soit elles. Mais tout comme on pourrait très bien accorder aux plus proches les garçons et les filles sont belles. Pour moi, l'écriture inclusive, c'est l'écriture qui va permettre au plus grand nombre de personnes possible de se sentir considérées. Oui. Et c'est pas juste une question de... Il y a une majorité de femmes, donc on va dire elles ou des trucs comme ça. En fait, c'est, quelle que soit la situation, considérer tout le monde. Moi, ce qui me frappe le plus, ce que je trouve le plus évident, c'est par exemple sur les métiers, quoi. Où t'as énormément de métiers qui sont genrés au masculin. Et en fait, il y a même des études qui montrent que
quand tu entends un métier qui est genré au masculin, tu te représentes pas, toi en tant que femme, tu vas pas forcément te représenter dans ce métier. Et c'est pareil pour les métiers. Tu vois, c'est comme les secrétaires et les infirmières d'un côté, les pilotes, les chirurgiens et les auteurs de l'autre, et les médecins. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi c'est aussi... Est-ce que on c'est peut la pas avoir langue ces barrières est-ce que c'est la langue qui t'a mis ces barrières-là, ou est-ce que c'est la représentation qui est faite dans les ouvrages, dans les dessins, dans la télévision, dans les films? Alors l'étude qui a été faite, dont je sais pas si tu parles de la même, moi j'avais vu une étude qui avait été faite sur 25 langues différentes, qui, comme nous, genrent à chaque fois. Et effectivement, en fait, c'était un peu des deux. C'est parce que tu disais un médecin et une infirmière que les meufs qui vont vouloir qui vont aller dans la médecine, vont d'abord penser à être infirmières, parce que, oulala, les filles sont infirmières, et les médecins sont des mecs. Regarde, c'est une toute petite histoire d'un enfant qui est dans la voiture avec son père. Ils ont un accident, le père meurt. L'enfant est emmené en urgence à l'hôpital et le chirurgien arrive et dit « Ah, je peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Et là, tu te dis « Alors, c'est qui le chirurgien ? Le père est mort. » Mais en fait, c'est juste sa mère. Bah, instinctivement, quand tu vois le chirurgien qui dit « c'est mon fils », tu vois un mec. T'as vu quoi, Bruno ? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, tu dis « Ok, mais... » Ça joue quand même, je pense même inconsciemment, les représentations mentales qu'induisent la langue, elles sont omniprésentes. C'est comme le truc de les musiciens quittent la salle de concert, la femme se met à tousser, bah, les musiciens, t'avais imaginé 4 mecs. Un groupe de mecs. Ça dépend de votre vécu personnel là-dessus. Pour moi, c'est pas une question de vécu, c'est une question Ça d'apprentissage. influence. Pourquoi tu dis ça ? Ça influence complètement. C'est une question d'apprentissage, et l'apprentissage, c'est aussi ce qui t'entoure, et c'est ce que tu vas vivre. L'apprentissage, il se fait par ton vécu aussi. Donc il y a une question effectivement d'éducation et de vécu. Les deux sont liés. Je sais pas, c'est juste je respecte la grammaire. Ouais, mais les deux sont liés, c'est-à-dire que moi j'ai des amis musiciens, mais j'ai plus en fait d'amis musiciennes que musiciens. Ah ok, donc en fait, du coup, tu vois. D'accord, ok, ah oui. Ouais. C'est intéressant ça. Voilà. Après, je pense que en fait, le problème aussi, ça vient du fait que quand tu es à l'école et que tu apprends ces règles grammaticales justement et les noms de métiers, etc., on t'apprend pas à envisager le fait qu'un chirurgien, ça peut être une femme, par exemple. Ouais, c'est ça. Et si ça allait avec, déjà, ce serait plus facile, entre guillemets, d'envisager justement les deux. Là, pour le coup, il n'y a ni la forme grammaticale, ni du coup la représentation qu'on s'en fait. Et je pense que ça part encore une fois d'une question d'éducation aussi. C'est ce que tu disais, le vécu, l'éducation. Après, pour moi, l'écriture inclusive... ça, justement, c'est ça en fait, c'est apprendre aussi aux enfants à utiliser par exemple plusieurs mots ou à ne pas genrer et en leur expliquant pourquoi. C'est pas juste appliquer de manière bête et méchante un principe et un nouveau langage, c'est leur expliquer pourquoi c'est important de le faire et comment chacun d'entre eux va s'y retrouver. Est-ce que ce combat doit se faire par l'écriture inclusive telle qu'on le fait actuellement et de la façon dont elle prédomine avec des parenthèses ou des points, ou est-ce que ce combat il peut se faire autrement et en changeant toujours la langue française, mais de façon un peu plus, je suis désolé, mais terre à terre, et sans casser tout, parce que lire une page avec des parenthèses partout à chaque fois ou des points partout, c'est désagréable, et à ce moment-là, la règle de l'accord, c'est les règles d'accord qu'on change. Je pense aussi, mais après ça, voilà, je pense que objectivement, oui, c'est plus difficile à lire. De toute manière, moi, j'ai des difficultés aussi à lire des textes en écriture inclusive, c'est clair. Après, je trouve ça quand même intéressant. Et pour moi, l'écriture inclusive, comme c'est pas que le point médian ou pas que des parenthèses, que ça peut être l'utilisation de plusieurs mots. Par exemple, pour dire des personnes qui sont agricultrices, dire voilà ça au lieu de les agriculteurs. Ou dire les agriculteurs et les agricultrices. Pour moi, c'est plus long, mais c'est une forme d'écriture inclusive qui serait peut-être plus envisageable, ou du moins plus facile à appréhender. Tout à fait. Je rebondis avec un des arguments des gens qui sont contre l'écriture inclusive, qui est justement en fait la difficulté pour les personnes qui souffrent d'un handicap, notamment les dyslexiques, les dysorthographiques, et pour l'écriture en braille. En fait, c'est il y a beaucoup de psychologues ou de linguistes. Pas linguistes, ceux qui aident. Orthophonistes. Les orthopédistes. Les kinés. Les kinés quand on fait une pétition. Qu'on vraiment fait tout un truc et tout pour vraiment expliquer qu'en fait c'est impossible ils ne pourront pas
réussir à lire l'écriture cette inclusive. forme d'écriture inclusive. C'est ça. Parce que c'est là où la C'est distinction doit se faire. Si tu dis les femmes et les hommes de cette pièce, tu fais de l'écriture inclusive. Moi, je pense aussi en fait en tout cas, elle est difficile à appréhender. Je me prononce pas pour les personnes qui sont en situation de handicap parce que, Mais bien sûr, heureusement, Noémie. je suis déroutée. Mais enfin, du coup, voilà, je vais pas m'avancer parce que de toute manière, je m'y connais pas et je connais personne qui m'a donné son avis là-dessus non plus. Mais effectivement, pour moi, une forme d'écriture inclusive, c'est de toute manière essentiel pour moi pour réussir à faire valoir certains combats, comme l'égalité homme-femme. Mais voilà, pour moi, ça peut ou ça devrait peut-être prendre une autre forme que le point médian qui, de toute manière, est difficile à maîtriser. Je À suis moins que ce complètement soit... d'accord. À moins que ce soit, par contre, vraiment appris à l'école, qu'on nous apprenne vraiment petit à petit à le faire, mais auquel cas, ça demande vraiment un Mais- travail énorme. Mais en fait, je me dis que l'enjeu est quand même assez important parce que c'est pas forcément ça qui va rétablir l'égalité homme-femme, mais c'est un des outils. Parce que les inégalités, c'est comme de l'eau, elles s'infiltrent dans tous les endroits de notre société. Ça ne vient pas de moi. Hein. Parce que j'allais dire, oh, mais C'est beaucoup trop beau pour une phrase que je prononcerai à midi en ayant la dalle. Mais c'est un instrument de l'égalité homme-femme et donc l'enjeu est quand même très important. Est-ce qu'on peut se permettre de renoncer à un tel outil juste parce que c'est chiant à lire, quoi? Sur une page complète, Non, vas-y. Sur une page complète, oui, c'est chiant à lire. Sur un petit texte, une petite chose, un petit coupon, où il y a effectivement 3 parenthèses, ça me dérange pas du tout, au contraire. Si c'est, j'ai besoin de passer je veux pas utiliser un exemple de mon travail, mais ça m'est arrivé hier, une petite note à destination d'étudiants. Et ben là, justement, j'ai fait un peu d'écriture inclusive avec 3 parenthèses, parce que je trouvais que ça permettait que tout le monde se sente concerné. Mais je l'appliquerai jamais sur un texte complet, puisqu'à ce moment-là, on perd en lisibilité, et les gens me lisent pas plus. Le truc en plus, c'est je trouve qu'il faut quand même aussi... Moi, alors l'écriture inclusive, vraiment, j'arrive pas à me prononcer parce que je vois tout le monde un petit peu ce qu'il veut dire. Mais il faut quand même... Je suis d'accord avec tout le monde. J'arrive pas à me prononcer. Le fait est qu'on est quand même sur des arguments de personnes qui ne se sentent pas représentées dans les textes qu'ils lisent, contre des gens qui disent « Ouais, mais c'est pas confortable quand on lit ». Et du coup, au niveau de l'inconfort des deux, je me dis, ça penche quand même. Mais la langue, elle doit se parler aussi, il faut pas l'oublier, je pense. Non, mais j'entends. Mais du coup, c'est pour ça, moi, je sais que le truc où je me dis, peut-être la meilleure solution, et encore une fois, je ne suis ni linguiste, ni rien du tout, j'ai lu des articles dessus, c'est tout. Mais je me dis peut-être inventer un genre neutre, en fait. Tout simplement. Au lieu de mettre les deux à chaque fois, qui complexifie la langue, et du coup, qui fout des points, des parenthèses partout, on invente un nouveau truc comme en anglais, tout simplement, et comme ça tout le monde est content, et c'est hommes, femmes, ceux qui se sentent non genrés, ainsi de suite, tout le monde peut se reconnaître dedans, je pense, c'est mon point de vue. Ouais. Surtout parce que pour moi en fait la question de l'écriture inclusive, je pense que là où on en est au niveau des débats, je pense qu'elle devrait surtout se poser quand on parle de personnes déjà, parce que les objets inanimés ça reste encore en autre, pour moi c'est de l'étymologie, c'est en fonction de la manière dont la langue a été construite avant. Pour moi, quand on parle de personnes, ça devrait déjà être une question qui se pose davantage. Mais elle se pose déjà cette question, puisqu'on féminise des métiers, justement. Mais du coup, pour moi, la langue évolue. tout le débat autour de l'écriture inclusive sur les objets, c'est ce que tu disais, pour moi, là, c'est pas... en tout cas, moi, j'ai jamais vraiment envisagé la question de l'écriture inclusive par rapport à ça. Pour moi, ça se pose par rapport à des groupes de personnes, en fait, surtout. En tout cas, ce serait intéressant que ce soit alimenté de cette manière-là, parce que les linguistes, ils expliquent aussi que, par exemple, on parlait du genre neutre, mais qu'en latin, il y avait une forme de genre neutre à l'origine, qui a été modifiée avec le temps, mais rien que ça peut être pour moi... quelque chose qui alimente le débat autour de l'écriture inclusive et de la forme qu'elle pourrait prendre, qui serait intéressant à prendre en considération lors des discussions, en fait. C'est juste que on n'a pas forcément, comme tu dis, le réflexe d'aller se renseigner auprès des linguistes, alors que ce serait très intéressant, et ça pourrait pour moi démonter complètement juste l'argument de on triture la langue, il faut pas la modifier parce qu'elle était très bien comme elle était avant.
Bah ouais, mais quel avant en fait? Parce que Ouais, moi, l'avant, je suis voilà. complètement pour qu'on la modifie. Je pense juste que l'écriture inclusive, il faut faire attention à la façon dont on modifie. D'où le fait que je parlais de l'accord de proximité, qui est une façon en fait de résoudre certains problèmes et d'inclure. C'est intéressant parce que toi, Noémie, t'es libraire et du coup, t'es confrontée à l'écriture, genre tous les jours. C'est vrai. Moi, par exemple, c'est ce qu'on disait par rapport à l'écriture inclusive et au fait qu'objectivement, c'est avec le point médian, par exemple, je trouve ça plus difficile à lire. C'est vrai que moi non plus, même si je suis pour une forme d'écriture inclusive de manière générale et que je trouve qu'elle serait essentielle, je me vois pas lire un livre en entier en écriture inclusive. Ça, par contre, pour moi, c'est inenvisageable. J'y arriverai pas, c'est sûr, parce que c'est trop long. Ça demande une agilité aussi avec les mots qui serait trop pour moi. Enfin, du coup, voilà, ça sortirait du cadre du divertissement. Et je pense que voilà, c'est une question à se poser en ayant aussi ces considérations-là. Comment généraliser l'écriture inclusive, mais qu'elle soit utilisable au quotidien? C'est ça. Par tout le monde. Après, l'écriture inclusive, pour moi, c'est pas que cette histoire de point médian, quoi. Non, aussi c'est justement, c'est permettre pas de que féminiser tout à fait. certains mots. Et tu vois, tu lirais un livre où il y a écrit une autrice. Est-ce que ça te fait tiquer? Ou une auteure. Ou une auteure? Et ben, ça une nous fait. maîtrise et pas une médecin. Ouais, exactement. Je pense que c'est l'usage de la langue avec le temps qui nous fait. Peut-être que l'Académie française va tiquer au début, parce que c'est les petits vieux et qu'ils ont vécu comme ça. Non, mais c'est vrai. Pour l'instant, un des Faut- seuls mots qu'ils ont réussi à féminiser, c'est que Covid. Donc bon. Ah, on c'est est- clair, et personne n'a accepté Super, cette génial. Mais non, mais c'est vrai, C'est ils une vont, avoir, maladie. ils vont avoir du mal et tant pis pour eux. Voilà. Mais parce qu'ils ont vécu sans et que la langue, elle évolue tellement, elle évolue lentement parce que c'est des usages. Et donc, c'est les usages qui font son évolution. Peut-être que dans 20 ans, on pourrait dire une autrice sans que ça choque personne. Bah oui. On Mais ça espère. sera une forme de liberté, quoi, parce que la langue, elle modélise nos représentations des En choses. tout cas, des une gens. auteure, moi, me choque pas du tout, par exemple. Ouais. Est-ce que l'histoire de la langue, je suis pas linguiste, est-ce que le neutre n'a pas été absorbé justement par le masculin? Il n'y a pas une histoire comme ça? Oh, bah ça doit être un truc comme ça, ouais. Et, Bah, il y a eu, et donc, c'est ça. Mais enfin, je crois. sais plus justement, c'était quel auteur avait dit justement qu'en fait, on privilégiait le genre masculin parce que c'était le genre noble, que quoi qu'il arrive. bon, ça, c'est un connard. Bah, c'est lui Non, qui a- mais c'est quand même ouais, lui qui a décidé, du coup. C'est ça. Et du coup, ouais, il disait voilà, on prend le genre masculin parce que c'est un genre noble. Et ce sera toujours aussi noble que s'il y avait plusieurs femmes dans une pièce. Ouais, Et mais c'est je pour pense ça, que c'est c'est de là que vient le- quelques intellectuels, ils feront pas évoluer la langue. C'est Mais pas eux qui feront Ouais, bah évoluer. regarde Après, ça, ils ont du imposé coup- la Covid. Hein, Ils l'ont imposé, mais qui va Personne l'utiliser? l'utilise. Après, c'est ce que Les du médias. coup, tu disais tout à l'heure que l'écriture inclusive, c'était pas lié au patriarcat justement et qu'il n'y avait pas de notion sexiste. Bah, tu vois, pour moi, là, ça, c'est typiquement un exemple d'un mec sexiste qui a dit le masculin est noble, etc. Donc pour moi, ça dépend. La construction de la langue, c'est quand même faite autour Mais d'un c'est- fait sexiste. C'est ça qui a Mais- donné lieu à cette règle-là et c'est ça. celle qu'on utilise quand même pour écrire et parler de manière générale tous les jours. Hein. Ouais, après, ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a fait la règle. Mais toi, par exemple, tu dis que tu te sens pas concerné. Mais pas complètement pas du tout. En tant qu'homme, je me sens pas concerné par ça. Mais tu l'appliques. Mais je n'applique pas le masculin l'emporte sur le féminin. J'applique une règle de grammaire. Point. Oui, oui. Non, non, mais oui. Oui, oui. C'est tout. En fait, Ok, j'applique une règle de grammaire qui est de la grammaire, qui n'a rien à voir Oui, avec pour la toi, société. c'est que de la grammaire et juste ça. Ça n'a rien à voir avec la société. Ok, ouais. C'est ok. une règle comme on met un S au pluriel et comme on met. Mais je pense que c'est aussi ça une question d'éducation. Oui, non, ouais, moi, je comprends. Et puis nous aussi, enfin, moi en tout cas, je dis nous, je généralise, mais moi aussi je l'utilise cette règle au quotidien, Oh, pareil, tout le oui. temps, parce que c'est une question d'habitude, parce que c'est une question d'éducation. Mais effectivement, je trouve que c'est important de se reposer la question, de se dire sur quoi elle repose cette règle, et est-ce qu'elle elle est légitime à exister, est-ce qu'elle devrait être remise en question aujourd'hui à l'heure de nos débats actuels. Sardou dirait non, moi je pense que ce serait intéressant au moins de les questionner, quoi. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais. Pour nous, c'est une règle grammaticale, mais est-ce que cette règle grammaticale, elle devrait pas être amenée à évoluer aussi, quoi? Mais- Possible. Puisqu'on parle de génération, est-ce que vous pensez que ça devrait... Mais rapidement, est-ce que vous pensez que ça devrait être enseigné à l'école pour les générations qui arrivent, qui sont déjà là d'ailleurs Et est-ce que vous savez ce qu'en pensent, je sais pas, vos parents par exemple, ou comment ils se positionnent par rapport à ça? Est-ce que vous avez senti un rejet venant d'en haut? Ça fait 2 questions. Tu feras vite. Ouais, le rejet de venant d'en haut, je le sens, ouais, complètement. Ils mesurent peut-être pas les mêmes enjeux. En tout cas, ils ont vécu eux et ils s'en foutent. J'ai l'impression que c'est un peu ça. En tout cas, c'est
On a l'impression que la génération avant nous, elle s'en fiche un peu plus que la nouvelle génération. Pourquoi ? C'est aussi une question vraiment à se poser et à creuser. Est-ce qu'on n'en fait pas des fois tout un foin ? On peut se demander. Mais et pour ta deuxième question, je pense que oui, il faudrait quand même qu'il y ait une éducation là-dessus. Par quoi elle doit passer ? Est-ce qu'elle doit passer par des points et des parenthèses ? Je ne sais pas. Mais forcément, il faut qu'il y ait une évolution. Il va y avoir une évolution. Et après, le temps fera l'évolution. Donc ça ne sert à rien d'essayer à tout prix, là, au jour d'aujourd'hui, de poser des règles tout de suite. Du coup, par rapport au rejet venant d'en haut, moi aussi, je le perçois, même plutôt clairement. Mais avec un argument très simple, c'est trop dur. Trop dur à lire, trop dur à maîtriser, trop dur à utiliser. Ce que je comprends, parce qu'en plus, c'est des personnes qui ont appris à parler et à écrire différemment. Donc, je pense que la remise en question se fera pas forcément à ce niveau-là. Mais après, j'en ai parlé avec des personnes qui trouvent ça difficile, mais sont aussi à même de se poser des questions par rapport à ça. Donc tout n'est pas perdu, quoi. Et est-ce qu'on doit l'enseigner à l'école ? Pour moi, oui, mais c'est exactement ce que disait Bruno. Sous quelle forme ? Je ne sais pas, il n'y a pas de solution toute faite encore. En tout cas, pour moi, oui, on devrait au moins se poser les questions à l'école et trouver peut-être des solutions avec les enfants, qui eux, d'ailleurs, sont les générations qui vont être amenées justement à changer le monde à leur tour après. Donc pour moi, c'est des questions à se poser avec eux aussi, pas à leur inculquer un truc tout fait. Mais du coup, oui, voilà, pour moi, c'est essentiel d'être vu et interrogé à l'école. Veux-tu m'épouser ? Et il n'y a Avec pas plaisir. que les... Encore J'ai eu un oui. Et il n'y a pas que les octogénaires, Allez. pas octogones, mais qui qu'il est bon. doivent réfléchir à cette question. Je pense qu'on peut aussi laisser quelques paroles à notre invité d'honneur, celui qui nous a inspiré ce podcast et qui nous a réunis aujourd'hui. On n'a plus aucune liberté. Rappelez-vous les années 70, 80, on fumait, on faisait l'amour, on roulait vite, on pouvait boire, on pouvait... le théâtre marchait, les affaires marchaient. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Merci Papy Boomer. Merci Papy. Et donc dernière question pour terminer vraiment ce podcast. Est-ce que vous vous sentez moins libre que les anciennes générations ? Pas du tout. D'ailleurs, Sardou, il est super pessimiste, mais tant pis pour lui. Moi, je suis vachement moi, je trouve optimiste qu'on est sur la bien, vie qu'on a. Et même en temps Covid, on a quand même encore beaucoup d'années devant nous. Et je vois pas pourquoi... Voilà, Papy Boomer, quoi. Et toi, Noémie ? Eh bien moi, je pense pas non plus qu'on ait moins de liberté. Je suis désolée, c'est pas parce qu'on peut plus rouler à 200 km/h sur la route qu'on est moins libre. On a moins de morts. On a moins de morts, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Et en 50, que il y avait la moins de mort voitures. libère. Tout le monde pouvait pas avoir une voiture. Déjà. Voilà. Mais non, on n'est pas moins libre, au contraire. Moi, je pense qu'on a des libertés et qu'on se bat pour les avoir et on se bat pour les prendre et c'est hyper important. Et qu'au contraire, plus ça va, plus on est en train de dessiner un monde aussi où chacun peut être qui il veut et c'est hyper important. Ah bah c'est le fameux on ne peut plus rien dire qui s'exprime à travers Sardou, ça c'est sûr. Puisque nous sommes libres, vous êtes libres aussi de nous recommander quelques ouvrages, vidéos, que sais-je, sur le thème soit de l'écriture inclusive, soit des réseaux sociaux, si vous avez, ou de Sardou bien sûr. Donc Noémie, je te donne la parole. Moi, pour les réseaux sociaux, il y a une émission que je trouve très sympa sur Arte qui s'appelle Dopamine et qui questionne les réseaux sociaux, les algorithmes et qui en parle très bien. C'est des petites vidéos assez courtes, donc c'est très intéressant. Voilà. Et pour l'écriture inclusive, il y a par exemple la chaîne YouTube Linguistique KAE, je prononce peut-être pas très bien, mais qui en parle très bien et aussi, de manière générale, toutes les interventions de linguistes autour de la question sont très intéressantes. Trop bien, ouais. Merci. Pas spécialement, mais j'avais lu des choses qui m'avaient bien interpellé de Franck Neveu, voilà, un linguiste à la Sorbonne. Très bien. Je pense que ça peut être une bonne référence pour s'informer sur l'écriture inclusive et il partageait un courant de pensée de plusieurs. Il avait signé une tribune avec plusieurs linguistes à voir et à lire. Trop bien. Oui. Moi, je vous conseille l'émission Viens voir les docteurs de Clément Viktorovitch qu'on peut voir sur MyCanal. C'est l'émission du 22 novembre 2020 en fait et elle est sur les réseaux sociaux et les GAFA et c'est hyper intéressant parce que les intervenants sont experts dans leur domaine donc on apprend beaucoup de choses et évidemment je conseille la chanson Les Ricains de notre cher bien-aimé Sardou.
Comment tu veux rebondir après ça? Je vais être super chiante dans mes recos. J'aurais 2 podcasts, moi, à vous proposer. Le premier qui est sur l'écriture inclusive, que j'ai trouvé incroyable. C'est Parler comme jamais, qui fait ça. Et ça s'appelle « Faut-il démasculiniser notre cerveau ?» Donc avec des scientifiques qui interviennent sur la question de l'écriture inclusive. Et vous savez quoi, elle est tellement bien cette reco que je vais m'arrêter sur celle-là. Ok, super. Eh ben, merci Guylaine. C'est là-dessus que se termine ce podcast sponsorisé par Sardou. On le remercie encore. Big up. On vous remercie à vous aussi de nous avoir écoutés et on espère que ça vous a plu. On remercie aussi plusieurs personnes sans qui on ne serait pas grand-chose. On a Yvan, Thomas, Hamza et Mireille qui nous aident beaucoup. Antoine, Lérage et vous aussi sur Hello Asso pour votre générosité. Merci bien sûr à tous nos abonnés pour votre soutien continu. Évidemment, nous remercions Noémie et Bruno d'être venus et d'avoir si bien participé à ce podcast. Et à bientôt sur un nouveau podcast. Merci à vous. Merci les gars.